Faites entrer l'invité. Et vous savez, aujourd'hui c'est lundi. Lundi, on parle de sport et on va se réintéresser à ce dossier qui peut être, ma foi, très prometteur, celui de la proposition probable du Maroc et de l'Espagne pour organiser la Coupe du Monde 2026 avec le Portugal qui pourrait aussi s'ajouter au pays, à ce joli collectif. En tout cas, ce matin pour en parler, ça va avec nous Issam Benjeloun, notre consultant. Pas notre consultant, mais consultant sport. On va commencer à te. Ça va très bien, je te Alhamdoulilah. remercie. Alors, on avait déjà parlé en long et en large de ce probable dossier Maroc-Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Un dossier qui est très très intéressant. On avait parlé brièvement vendredi de cet engouement aussi, de ces relations entre le Maroc et l'Espagne, et notamment cet engouement du public marocain pour la Liga espagnole. Comme vous le savez, au Maroc, les avis sont assez tranchés entre supporters du Real de Madrid et de Barcelone. Est-ce qu'il y a une explication assez logique à cet engouement? C'est une question de proximité, de qualité de jeu? Pour moi, c'est déjà par rapport au contenu lui-même, le contenu présenté. Ça reste un spectacle qui n'a le faraja. C'est-à-dire que les Marocains qui font mouf Kora, ils aiment le beau jeu. Donc ça fait que voilà, on a à proximité l'un des meilleurs championnats du monde. Les résultats des équipes espagnoles en compétition européenne et internationale sont bien au-dessus de la limite. Ça fait forcément que la Liga est le championnat à suivre. Donc la proximité aussi géographique, parce que c'est plus facile d'aller voir un match en Espagne que d'aller voir un match en Angleterre. C'est plus abordable en termes de coûts. Donc tout ça, c'est un ensemble de faits qui fait que Keyna a de la proximité là. Maintenant, déjà quand Chamal il ne faut pas oublier que des équipes Chamal qui jouaient la Liga. C'est toi, on a joué la Liga. Donc, quand les équipes espagnoles qui jouaient la bouffe Chamal. Donc, Kane aussi a de l'héritage historique qui s'est propagé un petit peu au Maroc entier. Alors, il y a une présence de formation de supporters, d'organisation de supporters, ce qu'on appelle les Peñas. Il y a des Peñas du Real de Madrid, mais aussi des Peñas du FC Barcelone. Alors justement, nous on va pas parler ni du FC Barcelone ni du Real de Madrid spécifiquement, on va parler de cette structure de la Peña. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas familiers avec ce genre d'organisation, qu'est-ce que c'est qu'une Peña? Peña, ça veut juste dire fan club. Oui. Voilà, c'est un fan club. Quand on parle de Peña, il y a deux types de Peña. Moi, je croyais que c'était l'ananas en espagnol. Piña, voilà, exactement. Donc, les Peñas, la particularité d'Yadom, c'est que généralement, ils sont autorisés par le club. Donc, il y a des deux types de Peña. Il y a des Peñas officiels, et puis il y a les fans de club, les rares qui ils restent dans quelques années, au Minki Kibro, qui diront la demande auprès de leur club pour devenir un fan club officiel. Qui le mouvement espagnol, aujourd'hui, qui a des rassemblements de l'AS Rome, qui a des rassemblements officiels de la Juventus, qui a le fan club Afrique du PSG qui est dirigé à partir du Maroc. Le mouvement est en perpétuel mouvement. Qu'est-ce que ça peut apporter? Par exemple, si on prend le cas du FC Barcelone, par exemple, à partir de 3 ans, en étant peñista, c'est-à-dire membre d'un fan club officiel, on peut directement accéder au statut de sociaux en payant la cotisation. Alors, sociaux, ça c'est aussi quelque chose... c'est adhérent. Adhérent du club. Avec le droit de vote, avec tous les avantages qui sont liés. Accès à la billetterie de match, à travers le portail du club, avoir des réductions dans le magasin. Être prioritaire aussi sur des billets, non? Oui, quand on est sociaux. Il y a des quotas. Des quotas qui sont dédiés aux sociaux. Alors justement, quand on devient sociaux, le club nous appartient en quelque sorte. C'est-à-dire que les clubs généralement espagnols, et notamment le Real de Madrid et FC Barcelone, est détenu par ces sociaux. Voilà, c'est-à-dire le droit de vote. Le droit de vote les assemblées générales, en plus de l'accès aux événements dédiés. Par exemple, le cas du FC Barcelone, qu'est-ce qu'on le congrès annuel des Pénissa, ou le trophée Gamper. Comme le trophée Gamper qui connaît des prix hyper accessibles, la gratuité du musée. Tout ça est fait pour encourager l'adhésion et propager les valeurs du club. Maintenant, un club, quand il autorise une peña, il a un cahier des charges. Par exemple, la première année, tu peux démarrer avec 15 adhérents, la deuxième année, la troisième année à 100. Il y a des objectifs de recrutement. Il y a des objectifs en termes de recrutement, ou il y a des objectifs en termes de réalisation. Le cas du FC Barcelone, dont je suis le plus proche, quand le cahier des charges, il te demande un certain nombre d'activités sociales. C'est-à-dire trouver des partenariats avec des associations, qu'elles soient à but non lucratif ou pas. Mais ce qui est le cas aussi pour la Peña Madridista aussi, qui aussi il y a ce côté justement social
dans ces organisations de supporters, parce que les gens peuvent penser que les peñas, c'est juste des potes qui se retrouvent voilà, d'une manière officielle pour regarder des matchs. Ça démarre comme ça. Mais on prend cette énergie justement positive, ce rassemblement de forces vives des gens qui sont passionnés par le football pour justement faire des choses pour la société. Et notamment, peut-être nous rapprocher un petit peu plus de ce genre d'événements organisés. Par exemple, si on prend le cas de la GBA, qui est la Gente Blaugrana d'Anfa, la peña officielle du Barça à Casablanca, on a 2 partenariats majeurs, notamment avec la fondation Lalla Selma Prévention, donc avec le réseau des bénévoles de la fondation, où on prend en charge un événement au profit des enfants en rémission du cancer une fois par an. Ça s'appelle le match de l'espoir, c'est-à-dire les enfants qui ont le cancer, qui ont l'hôpital de Casa, des Rabat, de Fès, qui ont pendant une journée sportive. On a un partenariat aussi avec Dar al-Lasna, et là c'est l'association marocaine pour les droits de l'enfance. Les droits de l'enfance. Voilà. Et on prend en charge la rentrée scolaire des enfants de Amina, je crois. Oui, Ben Slimane. Donc nous, on a fait par exemple le choix au niveau de la GBA de prendre en charge خيريه وحده باش هذاك المجهود ديالنا اللي كنديرو سور لا سيزون يبان. رمضان عيد كبير اللي قدرنا عليه الله كنديروه. Après, bon, je sais que par exemple, il y a la Peña Casa Madridista, donc de Madrid, qui fait des actions au niveau de l'Khiria, la rentrée scolaire, c'était super réussi avec 160 participants au profit de 160 enfants. Qui a la Peña historique de Madrid, qui est la Peña Madridista de Casa, qui ils vont faire un événement, d'ailleurs on le fait conjointement, 1er avril. Ça c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'au-delà de la rivalité sur le terrain et au-delà de la rivalité au niveau des meilleurs joueurs FC Barcelone ou Real de Madrid, il y a une proximité entre les peñas d'équipes, on va dire, en concurrence. Je pense que le social, c'est le seul élément fédérateur. Ça aide de faire jouer match ensemble. C'est classique. Je pense que ça va être très dur et ça va aller au clash. Mais on s'est déjà croisés, notamment un tournoi inter-peña, il y a le foot, il y a des actions sociales qui peuvent nous réunir, notamment avec la PMC. Donc, et cet événement social qui se prépare pour le 1er avril, c'est un tournoi au profit de 6 orphelinats à Casa, où il y aura la participation de 120 enfants, 40 filles, 80 garçons, autour de toute une journée autour du foot. Il y aura des matchs de gala par catégorie d'âge, et il y aura la présence de certains anciens joueurs du WAC et du Raja. Il y aura un petit clin d'œil très spécifique qui sera fait à ces 2 clubs-là, et grâce aux parrains de l'événement, on a pu quand même réunir tout ce qu'il faut pour leur faire passer un agréable après-midi. D'accord. Alors, quand on a... moi, je suis par exemple supporter d'une équipe, disons le Real de Madrid, comme ça, rien qu'au hasard. J'ai envie d'intégrer une peña, ou peut-être je vais dire le FC Barcelone. Comme ça, toi, tu me donnes plus d'informations. Ce que je peux dire, c'est que généralement, par exemple, le cas du FC Barcelone, c'est très simple. Il faut aller au siège de la peña ou là assister à un rassemblement et qu'il y a une adhésion annuelle, qu'il y ait des frais d'adhésion annuelle. Le cas du Barça, c'est 500 dirhams par saison footballistique. Ça vous donne accès notamment aux voyages organisés par la Peña pour suivre les matchs. Ça vous donne droit. Quand on dit accès, ça veut dire qu'on peut souscrire à un voyage, parce que ça coûte pas 500 dirhams, il faut payer. Bien sûr, c'est payant et bien sûr, comme toutes les Peñas, le visa est à la charge de celui qui voyage. Donc, c'est normal. La procédure individuelle est connue par tout le monde. Mais disons, tu bénéficies de la dynamique de groupe. En même temps, ça te donne la possibilité de participer au calendrier social. Qui fait que notamment les frais des adhésions, notamment la vente des produits dérivés, parce qu'on a une gamme de produits dérivés. Par exemple, quand on fait une casquette à 50 dirhams, par exemple, on annonce à nos membres que ça coûte 50, mais qu'on la vendra à 100. D'accord. Et que le différentiel va justement... Donc c'est assez, on va dire, tout est mis sur la table. Il n'y a pas de vente il n'y a pas de frais cachés. On dit voilà exactement combien ça nous a coûté, voilà, facture à l'appui, et voilà combien vous allez payer en plus. Ce sont des associations, elles sont gérées comme n'importe quelle association. C'est-à-dire un le statut de Jmeïa. Le cas de FC Barcelone, c'est que les statuts de l'association sont déposés également en Espagne. Donc après, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des particularités dans les clubs. Il a dit le cas du Real Madrid, qui dit autant de peñas une ville que de supporters. Pas de problème. Il y a une chose d'ailleurs, Casa, mais qui est un peu plus récente, mais aussi avec un peu plus d'engouement, il y a des forums d'autres villes. Qui y a une face, je pense, Marrakech ou Tanja. Donc, c'est très bien, c'est la politique du club. Le Barça qui dit une ville, une peña en dehors de l'Espagne.
كتفوت l'Espagne ما يمكنش يكون عندك جوج ديال لي بينيا ديال البارسا في كازا يكونوا وحده. Donc ce qui n'est pas plus mal parce que ça permet justement d'avoir plus de poids et de fédérer encore plus de monde. D'accord. Donc chacun sa politique. Alors moi je vais te poser une question récente parce qu'on parle de foot et justement la semaine dernière c'était la journée de la femme. Je voulais savoir quelle est la proportion des femmes dans ces organisations? Alors, nous, l'orientation majeure qu'on a, c'est les GBA Kids. C'est-à-dire que. Pour les enfants, d'accord. Donc, on a un club enfant où l'accent est mis justement. L'adhésion, elle est gratuite. Elle est offerte aux enfants de moins de 12 ans. Donc, forcément, quand le papa. Que le papa soit adhérent ou pas de la peine. Quand le papa est adhérent il bénéficie de la gratuité pour ses enfants. Et généralement, les gens, comme quoi la peine a besoin de ressources. Voilà, Donc généralement ce qui se passe c'est que les papas ils payent l'abonnement pour leurs femmes. Elles sont peut-être pas toutes impliquées. Par contre on a des femmes qui viennent sans leur mari pour voir les matchs parce que justement le mari est allé c'est rare. Donc la proportion je dirais du 30-70 quand même. Ah ben ça va, 30-70, c'est pas mal. Alors, on a parlé de cet engouement justement pour l'Espagne. Je pense que le dossier, si jamais il est déposé, celui du Maroc et de l'Espagne, ça apparaît complètement naturel. On va dire il y a une proximité entre les deux pays. Il y a un même engouement pour le football. Et il y a un rapprochement aussi au niveau géographique, culture footballistique aussi. Oui, maintenant, il faut mettre un peu ça entre guillemets, parce que hier, il y a eu, je pense, la sortie de Hayatou qui te dit moi, j'aimerais voir la Coupe d'Afrique entre le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. Oui. Le choix du Maroc serait vraisemblablement l'Espagne. Oui. Ça se comprendrait, parce qu'en concentrant justement cette Coupe d'Afrique, cette Coupe du Monde entre le Maroc et l'Espagne, il y a moyen de faire quelque chose de très très sympa en restant dans un périmètre géographique extrêmement limité. Maintenant, si on le fait à l'Espagne, rien ne nous garantit que les équipes qui vont jouer au Maroc ne résideront pas en Espagne. Peut-être pas forcément parce que c'est plus par ignorance que par capacité du Maroc à accueillir. Le Maroc a déjà fait ses preuves, il peut accueillir ce genre d'événement, il peut accueillir des équipes de grand calibre et offrir des conditions optimales en termes de concentration et d'accueil et d'hébergement. Donc oui, c'est-à-dire que sur l'idée, parce qu'aujourd'hui, même la proposition n'est pas encore officielle, mais sur le papier, l'idée est sympathique. Maintenant, il faut bien évidemment ne pas occulter tous les petits détails de cette organisation, comment la collaboration va se faire, justement, la distribution des matchs, parce qu'on parle en 2026 d'une probable Coupe du Monde à 48 équipes. C'est la grande inconnue, en définitive. C'est un grand inconnu, exactement, mais c'est aussi un partage d'infrastructures, parce que on le sait très bien, quand un pays organise lui-même une seule Coupe du Monde, il se retrouve avec des éléphants blancs, donc des stades auxquels il doit investir, pour lesquels il doit investir des millions et des millions de dollars. Mais après, après, ça reste des édifices qui malheureusement ne sont pas gérés et tombent en délabrement. On ne parle pas de pays où il y a des championnats pas vraiment au point. Et donc, du coup, il y a énormément de pertes et de gaspillage, on va dire. Il y a de quoi s'inquiéter. Quand on voit aujourd'hui que certains stades récemment construits au Brésil servent de parking pour les bus. Exactement. Le Maracanã qui est quasiment à l'abandon. On a vu des photos circuler des stades aux États-Unis qui ont accueilli la Coupe du Monde 94 qui sont vraiment délabrés et qui n'ont pas pu être reconvertis. Le problème, c'est pas la compétition en elle-même, mais c'est le format qui est imposé par la FIFA pour ces stades-là. On construit de très très grosses machines qu'on a du mal à rentabiliser. On a vécu l'expérience au Maroc, notamment avec les 3 grands stades qui sont ceux de Marrakech, Tanger et Agadir. C'est de grosses machines. Faire un concert dans un stade, c'est salam alaikum, tu poses 1,5 million de dirhams. Oui. Alors que le coût de la billetterie est relativement bas et c'est des événements qui sont sponsoring ne peuvent pas être rentabilisés. La structure du sponsoring dans un pays tel que le Maroc fait que justement des sponsors ne sont pas prêts à mettre des coûts de millions de dirhams sur un événement éphémère.
Donc, c'est toute une problématique. Si la Coupe du Monde est revue, le format aussi doit être revu et les cahiers des charges. Les exigences aussi. Le cahier des charges de la FIFA doit être revu en fonction. Tu vas faire un petit match Islande-Burkina Faso. Eh ben, tu ne peux pas exiger nécessairement un stade de 45 000 places minimum avec telle ou telle commodité. Maintenant, ce sont les sponsors, ce sont les exigences en termes de potentiel pour la retransmission télé. Les infrastructures coûtent super cher. Les technologies sont qui n'a l'obsolescence. Donc, forcément, tu fais un investissement. Au bout de 4-5 ans, la technologie télé est dépassée. 4-12 semaines, HD, Ultra HD. Exactement, et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrêtera pas. Ce sont des investissements sur les câbles, sur le matériel, etc. Exactement. Mais, est-ce que la FIFA a pris conscience de ce point-là? Parce que quand on parle du comité olympique, par exemple, pour les Jeux olympiques, est aussi problématique, tout autant que la Coupe du Monde. On se rappelle de ces images vraiment en Grèce, par exemple, la piscine olympique qui est complètement délabrée, qui ne peut même pas être utilisée par les athlètes pour pouvoir s'entraîner pour les JO, qui s'entraînent dans une autre piscine. Est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport à ces organisations-là, notamment la FIFA? Le problème, c'est pas de les construire, mais c'est aussi de les entretenir par la suite. C'est le cas notamment qu'on vit avec le complexe Mohamed V. On l'a rénové à 3 ou 4 reprises, je pense 83, 91, et pour les Jeux de la Méditerranée ou un truc comme ça. Donc, et après, on les laisse à l'abandon. L'entretien, c'est une histoire de quotidien. C'est tous les jours qu'il l'entretient. Quand tu le laisses pendant 10 ans sans entretien, pour le remettre à niveau, il faut le fermer pendant 1 an et mettre 220 millions de dirhams. C'est la moitié du coût de construction d'un petit stade. Donc, si on va construire un stade et après on s'attend à des mondes et merveilles, un stade à l'entretien à vide, il va coûter dans les 15 millions de dirhams par an. Mais est-ce qu'il y a des... Pour revenir à ma question, est-ce que tu penses que la FIFA va prendre en considération ce genre de choses et que effectivement les cahiers des charges pour l'organisation de la Coupe du Monde va être un peu plus réaliste pour les prochaines éditions? Parce qu'on voit le Qatar aussi... C'est la capacité d'accueil des stades qui doit être revue. Le Qatar, il a fait aussi un pari très fou. C'est des stades qui vont être démontés pour être remontés ailleurs. Notamment, je pense qu'il y a une convention qui a été signée avec la Tanzanie, je crois, pour l'un des stades déjà construits. Il faut revoir à la baisse. Est-ce que c'est vraiment réaliste ou c'est juste pour se donner bonne conscience? On se dit voilà, on va investir énormément d'argent dans un stade. Effectivement, c'est un pays où peut-être que le championnat n'a pas cet engouement, où il n'y aura pas de stade plein pour... Un pays à 600 000 habitants. Voilà, exactement. Après la Coupe du Monde, ces stades seront pratiquement vides. On ne va pas organiser des concerts de musique tous les soirs. Est-ce que le fait de dire ça va être démonté et acheminé vers d'autres pays, peut-être notamment en Afrique, c'est pas juste une manière de se donner bonne conscience? Il a le revenu leur permettent. Tu imagines que tu peux concentrer les 3/4 de la population dans les stades de la Coupe du Monde? Oui, c'est vrai. Donc, c'est impressionnant. Le rapport est fou. Maintenant, si on prend le cas le Maroc, est-ce qu'on a besoin de grands stades? Aujourd'hui, on sait qu'il y a le grand stade de Tétouan qui est en construction. Il y a le chantier, je pense, qui a démarré pour Oujda. Les villes ont besoin de stades. Mais la dimension de ces stades, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant pour une ville comme Oujda, au lieu d'avoir une machine gigantesque de 45 000 places, d'avoir un beau 25, 20, 15, en fonction de la ville, en fonction du club, de l'engouement qu'il suscite et de la ferveur qu'il génère. Je pense que oui, il faut aller vers des modèles réduits. On a aussi la grande problématique qu'on vit aujourd'hui sur les 3 nouveaux stades qui sont aux normes, c'est les pistes d'athlétisme. On a une surface au sol de 18 000 mètres carrés, alors que la surface gazonnée, elle fait 9 000 mètres carrés. C'est-à-dire, l'angle est loin. C'est des normes qui sont déplacées, qui sont dépassées. Qui sont dépassées aujourd'hui. Les stades de football sont consacrés juste au football, alors que nous, on construit toujours des stades pour qu'ils soient polyvalents et qu'on puisse faire... ça aussi, c'est pour se faire bonne conscience. On vend le mythe, le stade multifonctionnel, mais il n'est pas multifonctionnel. Il sert au foot et à l'athlétisme. Tu ne peux pas faire tout dedans. Donc, à bout d'un moment, il faut revoir aussi ses prétentions en adéquation avec ses capacités, sachant qu'on peut faire avec le calcul bête et méchant. La Coupe du Monde, elle a coûté tant de milliards. Mais si tu comptes dessus l'autoroute à l'avenir de la Coupe du Monde, parce que c'est un investissement qui ne sert pas qu'à ça, mais qui est fait à long terme. Et le pays est constamment en recherche de développement et d'infrastructure. Donc, une Coupe du Monde, c'est des coûts directs et des coûts indirects. Il y a des choses que tu peux imputer à l'organisation de la Coupe du Monde. Et là, c'est le marketing, c'est le VHR, c'est-à-dire voyage, hôtellerie, restauration, les équipes, les organisateurs, tous les frais logistiques liés à l'organisation. Ça, c'est des coûts directs. Si on prend le cas d'IL France 98, qui est un bon modèle parce que c'est un modèle qui a réussi économiquement, c'est 380 millions d'euros
de charge que le comité local d'organisation, le comité qui a organisé, parce qu'au Maroc, c'est comment ça va se passer si éventuellement il y a un comité local, ou le comité d'organisation qui est les autres partenaires, c'est-à-dire la FIFA, la société qui gère les droits d'image, qui a un panel plus élargi. Donc pour la France, les Français ont mis en net 380 millions d'euros, ils ont généré 427 millions de recettes, 60% sur la billetterie, 30% je pense sur les droits marketing et 10% je pense qu'ils ont fait d'autres choses. Il y a eu des packages, il y a eu d'autres choses de vendues à côté, ce qui leur fait quand même un résultat de 45 millions d'euros. Mais à côté, le coût réel de la Coupe du Monde, c'est 1,15 milliard. Oui. Si on prend le coût global. Le coût global. Le Stade de France a coûté, je pense, 290 millions d'euros en construction. C'est-à-dire c'est 60% du charge. Et le Stade de France lui-même aujourd'hui, il y a des problématiques justement reliées à l'entretien, exactement, à la revalorisation aussi. Oui. Donc, à ma connaissance, il y a 2 stades. C'est un exemple très édifiant. Il y a 2 stades au monde qui sont rentables aujourd'hui. Peut-être 3. Qui est l'Arena Amsterdam, parce qu'ils accueillent plus de 300 événements par an, hors foot. Donc, du lundi au vendredi, qui est des animations, même des concerts de musique folklorique hollandaise qui génèrent de plus grosses recettes que des matchs de foot. D'accord. C'est ce qu'il faut savoir. Ça, c'est bon à savoir. Donc, et à côté de cela, vous avez un stade, c'est l'Allianz Arena. On a tenté le truc folklorique pour l'ouverture d'une Coupe du Monde des clubs, mais ça n'a pas trop marché. On a été, oui, c'était pas un spectacle inaugural, c'était marhaba. Marhaba, exactement. Peut-être mieux valu mettre Exactement. Donc il y a finalement l'Emirates. Tous les autres stades vivent grâce aux subventions des collectivités. Quand on parle de clubs, de grands clubs comme le Real, comme le Barça, comme le Bayern, ce sont des stades qui coûtent de l'argent. Qui coûtent de l'argent. Ils sont en perpétuelle évolution, ces stades-là, justement. Les technologies évoluent. Quand tu prends un stade comme qui est un plan d'aménagement mondial, le Nou Camp, qui va coûter 260 millions de dirhams sur les 260 millions d'euros sur les 5 prochaines années pour le remettre à niveau. Super, le stade est magnifique, mais quand tu veux mettre du wifi partout, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup. Ok, merci beaucoup Aissam. Alors on va faire un tout petit ricochet. On a parlé du sujet du jour, mais je saisis l'occasion puisque tu es là pour peut-être revenir sur les résultats de la Liga et de la Champions League rapidement. Donc cette remontada historique du FC Barcelone, mais un résultat mitigé en Liga. Le plus dur, c'est d'enchaîner généralement. Après des matchs comme ça, épiques et historiques, on savait que ça allait être compliqué. Le départ ont sorti aussi le match qu'il fallait. C'est-à-dire le rythme physique était très très bon de leur part, alors que le Barça a laissé des plumes. Ils ont joué un match très très compliqué. Victoire logique. Dès le départ, et je pense qu'on est tellement dans l'euphorie côté Barça que vous êtes dans le... je pense qu'on va encore vibrer une petite semaine au moins avant de revenir. Le Real de Madrid qui se fait sauver encore une fois par Sergio Ramos. L'homme providentiel. L'homme providentiel qui commence à jouer un petit peu du coude avec Cristiano Ronaldo en termes de but, peut-être un Pichichi. 6 ou 7, je pense, de la tête. Oui, déjà, pour un défenseur, c'est... C'est même pas le nombre qui est impressionnant, mais ce qu'il rapporte en termes de points. C'est-à-dire à chaque fois, c'est 3 points. Exactement. Est-ce que tu es confiant, Essam, par rapport à la Liga de cette année? Est-ce que tu penses que le FC Barcelone a toujours ses chances, tout sachant que Real de Madrid a un match en retard? Oui. Quand on est supporter du Barça et qu'on a vécu les 12-15 dernières années... Moi, je parle au consultant sport. Oui, en toute sincérité, le Barça est vivant dans les 3 compétitions. Il va jouer déjà une finale de Copa, c'est acté. Oui. Il est vivant en Champions League, il est vivant... il y a un mois, le Barça avec 4 points de retard et 2 matchs de retard pour le Real. Ça, et la Liga est un long chemin, donc semé d'embûches, et il faut être constant surtout jusqu'à la fin. Oui, pour les supporters du Barça, ce qui les rassure un peu, c'est que le match en retard se jouera contre le Celta et en déplacement. Donc c'est un match très très compliqué, et après il y aura le Classico qui va déterminer. Qui va déterminer les choses. En tout cas, on compte aussi sur Sergio Ramos contre le Celta Vigo. Merci beaucoup Aissam Bejnoun d'avoir répondu présent à notre invitation. Il est 8h28, tout de suite une pause publicitaire et on revient pour les informations de 8h30.